Jean-Paul, t'as votre tour. Je parle plus. Non, c'est correct. Écoutez, c'est drôlement intéressant. Je m'instruis. À chaque fois que je viens ici, je me couche un petit peu moins tard, un peu moins ignorant chaque soir. Oui, je le sais, il faut que je fasse mandat. Mercredi dernier, qu'est-ce que je vous ai dit lundi passé, il y a une semaine, que le mot patient allait disparaître et qu'on mettrait un optimisme modéré. Vous aviez raison. J'ai pensé à vous. Une chance, ça n'a pas fait une grosse gageure là-dessus. Ça m'aurait coûté cher. Mais bon, il fallait bien que je prenne une contrepartie, mais vous avez bien raison. J'ai bien ri quand j'ai entendu ça. Pour moi, il a dû donner un coup de téléphone. Il dit Janet, une grosse gageure là-dessus. Elle dit no problem, Frank. Je me suis permis d'y envoyer un petit courriel. Oui, fait que ça a rentré quasiment tout de suite après. Non, vous aviez vu dans le mille. D'ailleurs, on va en parler de ça aujourd'hui. Notre programme d'aujourd'hui, on voit ici à l'écran, revue des marchés américains, évidemment, spécial FOMC, parce qu'on va, dans le fond, décortiquer ce qui s'est dit là. Apple dans la cour des grands. Puis on va aussi faire un petit retour sur GameStop qu'on avait couvert ici. Qui opère une montée un petit peu surprenante et mystérieuse. Mais bon, j'ai élucidé le mystère pour le bénéfice de nos auditeurs. J'ai bien hâte de voir c'est quoi. Comment vous l'avez élucidé le mystère? Ça, j'ai pas trouvé encore. Les données économiques de la semaine dernière, évidemment, s'il y avait des chiffres plus à date, gênez-vous pas. Nouvelle construction résidentielle, ça n'a pas été une bonne nouvelle. Tempête, effectivement, probablement que c'est ça. Gros hiver. Ouais. Donc, probablement qu'ils se construisent moins de maisons à moins 40 que sans secondes en été. C'est ça qui Mais les permis, c'est ça que je te pour dire, parce que ça, dans le fond, c'est un petit peu précurseur. Hein, théoriquement, si les permis augmentent, bien forcément, il va y avoir de la construction tantôt. Alors, probablement qu'ils vont se reprendre durant le printemps et l'été. Faudrait, parce que si on regarde ça en perspective, par contre, c'est bien beau, toutes sortes d'excuses, mais ça baisse depuis quelques temps. Mais bon, il y a eu une montée assez spectaculaire, il faut dire. Hein, donc, peut-être c'est ça. Peut-être qu'une petite retrace, c'est sain. C'est pas encore rien de dramatique, mais enfin que ça se place. Les marchés ont accueilli ça en pre-market plutôt correctement. Puis durant la journée, ça n'a pas trop influencé non plus. Les marchés sont allés de côté pas mal jusqu'à la fermeture. Le gros, évidemment, un gros morceau la semaine passée, c'était le meeting de la Fed. C'était un gros meeting, hein? Ouais. C'était celui qui, 4 fois par année, je pense, il y a l'annonce, évidemment, des taux d'intérêt, les prévisions économiques et la fameuse conférence. Alors, voilà, Janet perd patience. Hein, on a enlevé le mot patience. Mais elle a rajouté qu'elle n'était pas pour autant impatiente. Tout est dans le choix des mots. Hein? Écoutez, l'art de jouer avec les mots. L'événement de la rencontre, c'est le mot patient. En regard à l'augmentation des taux est retiré du vocabulaire de la Fed. Ça me coûte une gageure. Par contre, Janet, j'ai le contrepoids. Par contre, Janet s'est empressée d'ajouter que ce retrait du mot patient ne signifiait pas pour autant qu'elle devenait impatiente. Alors, regardez, il y en a pour tous les goûts, là. Ils sont passés maîtres dans l'art, là, d'en donner pour tout le monde. Sentiment partagé, taux inchangé, évidemment, mais la Fed change sa caractérisation de l'économie. La croissance de l'économie passe de solide à modéré. Hein, il disait dernièrement que c'est solide, là, c'est modéré. Le ton demeure dovish, un certain positivisme envers le marché du travail, puis il semblerait que la sous-utilisation de la main-d'œuvre diminue. Un peu de résiliation, diminution des prévisions pour le chômage, le PIB et l'inflation. Alors, les prévisions à la baisse à ce niveau-là. La Fed semble vouloir accepter un taux de chômage plus bas, pas vraiment le choix, ou reconnaître, puis vous dites souvent ça ici, que la participation de la main-d'œuvre est en déclin. Alors, il y a peut-être moins de monde là, qui s'inscrivent, donc évidemment, ça aide à ce que les taux baissent, mais c'est pas toujours nécessairement là, la bonne façon. C'est pas la donnée exacte. Alors, le salaire des travailleurs de production sont faibles avec une augmentation de seulement 1,6 sur l'an passé. PIB, une inflation inférieure. Je supporte l'attitude dovish de la rencontre de mercredi. Et l'emphase a été mis sur les données, dont certaines se sont adoucies récemment, mais le taux de chômage à 5,5 donne des munitions aux Hawks. Donc, les autres disent, mais regarde, c'est bas, il devrait augmenter tout plus vite. Parce qu'on va arriver à justement quand? Hein, puis on va avoir besoin de vos lumières là-dessus aussi. L'inflation ne va pas comme la Fed le voudrait, ça on le sait. Cette homme manufacturier continue à avoir des difficultés. L'immobilier a connu une chute drastique inférieure, on l'a vu tantôt avec les chiffres. En résumé, les récentes nouvelles économiques n'ont pas été favorables. Donc, en conclusion, la Fed n'est pas pressée d'augmenter les taux. Ça, c'est peut-être un petit peu nouveau aussi. L'économie semble avoir encore besoin du support de la Fed. En conséquence, on parle maintenant de l'augmentation des taux pour peut-être plus tard cette année ou même en début 2016. Non, ben, j'avais hâte de vous entendre là-dessus.
Juin? Moi, je pourrais mettre un petit 2 là-dessus. Moi, bon, je peux-tu faire du ski tout double pour... OK. 2 fois 0. Non, mais au mois d'avril, elle l'a dit. C'est parce que le problème, lors de la conférence de presse, puis c'est pour ça que le marché ne savait pas sur quel pied danser. D'ailleurs, les taux d'intérêt de 2 ans sont en train de jouer au yo-yo, là, entre 0,55 et 0,64 à peu près. Là. Ça veut dire qu'il anticipe déjà une hausse de taux d'intérêt pour le mois de juin. Elle a parlé qu'au mois d'avril, puis elle l'a dit comme ça. Mois d'avril, pensez pas qu'il va y avoir une hausse de taux, on y touchera pas au taux. Alors ça, ça réglé. Mais elle a refusé de dire ce qui se passera en juin. Et c'est là que mais vous avez probablement raison, parce que, puis regardez, par rapport à la phrase que vous dites, là, mais dans le grand art du paradoxe de la Fed, là, Janet a déclaré quand même pas exclure une augmentation des taux pour avril si les données économiques le suggéraient. Bon, on s'entend que... Ce sera ça. C'est en plein ça. Alors, conclusion, regardez, vous êtes confus à la maison, rassurez-vous, Wall Street l'est aussi. Donc, c'est pas ce genre de meeting-là, c'est pas évident de comprendre. Elle, ce qu'elle veut, c'est un taux d'inflation à 2 à moyen terme. Puis ça, moyen terme, pour elle, là, c'est septembre, octobre, novembre, là, dans ce coin-là. Puis avoir un taux de chômage de 5,5, puis avoir de l'inflation aussi dans le pipeline pour les salaires. Quand ça va arriver, là, ça va aller plus vite. Sauf qu'elle va donner un signal. Puis ce signal-là va arriver au mois de juin, je suis à peu près certain. Mais avoir des Fed Funds pour arriver à 0,62 d'ici la fin de l'année, selon les prévisions de la Fed, ça te prend 2 hausses. Alors, il faut qu'il y en ait une assez rapidement, puis une deuxième à l'automne. Oh, ça va être intéressant à suivre. Ouais. Donc, bon, écoutez, c'est ma théorie. Oui, non, mais c'est correct. Écoutez, vous avez eu raison, en tout cas, la semaine passée. Bon, on sait que les taux sont à 0, mais c'est ça, évidemment, la ligne bleue, c'est le Core PCE, là, qui est un indice d'inflation qui, lui, descend toujours, puis il va à l'encontre un peu de ce que la Fed souhaiterait pour augmenter les taux. Maintenant, regardez ça ici. Ça, là... Réaction de fou. Oui. Regardez, je mets les gens en perspective, là. Ça, c'est un graphique aux 5 minutes. Et ici, c'est 2 heures lorsque la Fed est venue dire « Je retire le mot impatient, Janet, mais je ne deviens pas pour autant impatiente. » Il faut bien comprendre que, théoriquement, le retrait du mot impatient aurait dû faire chuter les marchés. Parce que le mot impatient veut dire « J'augmente plus vite les taux », puis Wall Street a peur de ça. Mais Wall Street a décidé de retenir qu'elle n'était pas nécessairement impatiente. Et là, c'était l'euphorie puis les taux augmentent. Oui, parce que dans le dernier paragraphe, elle l'a dit très clairement, d'ailleurs, ça me prend de l'inflation à 2 puis de meilleure qualité de l'emploi. Alors, c'est pour ça que même le lendemain, là, ça s'est corrigé. Ben voilà. Voilà. On va revenir dans un instant, tout de suite. On va parler un peu d'Apple, parce que la semaine passée, il a fait son entrée par la grande porte pour le Dow Jones, qui continue de se diversifier un peu. Ça compte quand même pour 4,67 de l'indice. Et grâce à Apple, le Nasdaq, lui, avait donc atteint son record. Recule un peu aujourd'hui, mais parlez-nous un peu d'Apple. Oui, dans la cour des grands. Ouais. Alors, mercredi, le 18 mars, après la fermeture des marchés, Apple a joint l'indice le plus prestigieux au monde. Il ne faut quand même pas oublier ça, hein? Le Dow Jones 30, remplaçant AT&T, hein, parce qu'on comprend qu'il y en a 30, il y en a un qui rentre. Il y en a un qui sort. C'est AT&T qui s'est fait jeter dehors, qui était là depuis 1916, hein, quand même, ça faisait longtemps. Sur le plan de la capitalisation, là, il faut bien comprendre, là, aussi pour les gens à la maison, le Dow fonctionne un peu différemment du S&P et du Nasdaq. Là. Sur le plan de la capitalisation, Apple avec plus de 700 milliards, là, ça change régulièrement. Et maintenant, la plus grosse du Dow 30 en capitalisation, surpassant ExxonMobil à 361 milliards. Mais le classement du Dow n'est pas fonction de la capitalisation, il est fonction du prix de l'action. Donc, capitalisation n'a rien à voir. Alors, sur le point de vue classement du Dow, Apple se classe au 5e rang, avec, vous disiez tantôt, un poids relatif de 4,72 du Dow. Le pointage du Dow, c'est l'addition du prix de toutes ses composantes, divisé par, en ce moment, c'est la valeur, là, qui est le Dow Divisor, qui prend en compte tous les splits et spin-offs qui ont lieu depuis l'existence du Dow. Si tu additionnes les 37 aujourd'hui au prix qui coûte, divise par 30, ça ne donnera pas 17 000. Mais il faut enlever tous les splits, les spin-offs, et ainsi de suite. Donc, le divisor fait ce job-là. Maintenant, la Bourse de New York, parce que les gens confondent aussi des fois la Bourse, les indices. Bon, la Bourse de New York héberge 26 des 30 titres du Dow. Hein, parce que le Dow est surtout associé à New York. Mais justement, c'est pour ça que le Dow, maintenant, veut rentrer des joueurs qui viennent d'une bourse autre que New York pour avoir un petit peu un reflet de toutes les... C'était le cas d'Intel puis de Microsoft. Là. Cisco, voilà. Cisco les quatre, aussi, avant Apple, là, les trois qui étaient là, c'est Cisco, Microsoft puis Intel. Donc, Apple vient joindre. Donc, on comprend que dans le Dow 30 maintenant, il y a 4 titres qui sont transigés sur les bourses de Nasdaq. Ils sont calculés dans le Dow, sont calculés dans le Nasdaq, mais sont transigés sur Nasdaq.
Et le DAR, avec ses 30 titres, sa capitalisation de 5,5 trillions, représente environ 25 de la capitalisation du New York Stock Exchange. Parce que le DAR, c'est seulement qu'un indice, c'est 30 titres. New York a à peu près 4500 titres. Donc, mais le DAR, à lui seul, représente 25 de toute la capitalisation du NYSE. En capitalisation, si on mesurant en capitalisation, Apple représente environ 13 de la valeur des titres du DAR. Si on y allait en capitalisation, c'est mieux pas, parce que ça commence à être pesant. Puis quand, faut pas oublier, hein, l'importance là-dedans, c'est quand tu as un titre qui est pesant, qui se met à aller mal, il entraîne l'indice avec lui. S'il va bien, il entraîne l'indice aussi, évidemment. Actuellement, selon les experts, un mouvement de 1 donne un exemple, là, de Apple représenterait une variation de 8,5 points de l'indice. Alors, Apple, à lui seul, quand il bouge 1 pourrait faire bouger le DAR de 8,5 points à lui seul. Il disait d'ailleurs que s'il l'avait mis là, quand Apple était à 5-6 piastres, là, le DAR serait vraiment à 21 000 aujourd'hui, avec Apple à l'intérieur. Alors, les événements importants, il y a 2 événements importants qui ont fait en sorte qu'Apple a besoin d'indice, parce que, tu sais, c'est un club select, là. Alors, premier événement, c'est que son prix, il y a un split de 7 pour 1, vous vous en souvenez, faisant passer son prix de l'action de 650, il était à 700 à l'époque, mais si on ajuste ça aujourd'hui, à 125, car le prix pré-split, avant qu'on fasse ce split, ça aurait inquiété beaucoup de gens, parce que ça aurait pu débalancer l'indice du DAR, parce que l'indice du DAR, il va en prix. Ben, tu rentres un titre à 700 $, là, tu as un méchant poids, puis ça aurait pu débalancer l'indice. Alors, le split est venu faire... Peut-être aussi, hein, ça se peut que ça soit discuté depuis longtemps, ces choses-là, puis que ça fasse partie de la stratégie. Et aussi, l'autre élément qui venait aider, c'est le split aussi de Visa, 4 pour 1. Hein, parce qu'en début 2015, Visa a fait un split 4 pour 1 qui a préféré de réduire son poids sur l'indice, qui était le plus gros, 9 Visa avait 9 de poids, 2 fois le poids qu'Apple a maintenant, mais avec le split. Le DAR fait attention à ça, puis ils vont suggérer ça aussi à ses composantes pour justement éviter, à un moment donné, qu'un titre se ramasse là, avec beaucoup trop de poids. Donc, maintenant, Visa est au 21e rang. Il a été remplacé au premier rang par nul autre que Goldman Sachs, qui a un poids actuel de 7 Alors, bon, voici Apple. Écoutez, ça n'a pas... c'est difficile de dire l'impact que ça peut avoir, là, cette entrée-là. C'est un peu plus, je vous dirais, symbolique qu'autre chose. Bon, le graphique qu'on a ici donnait en quotidien Apple avec une légère baisse ces derniers temps. Mais c'est pas, je vous dirais, par rapport au S&P 500. S&P 500, c'est un événement... Vous savez, le DAR, ils vont un petit peu, là, c'est discrétionnaire. Mais le S&P 500, à tous les ans, il rebalance. Le DAR, on peut être des années sans rien bouger. C'est le cas, je ne sais pas si ça remonte à quand la dernière fois qu'ils ont fait un mouvement, là, mais on peut être des années sans bouger l'indice. Pas le S&P, à tous les ans, il rebalance. Et à tous les ans, il y a des nominations qui se font avant, c'est au mois de juin, et les nouveaux arrivent, les anciens sortent. Ça crée toujours des mouvements. Tu rentres dans le S&P, ton titre monte momentanément, puis ceux qui sortent, malheureusement, le titre perd. Donc, S&P, à ce niveau-là, est peut-être plus... pour les gens qui font l'investissement actif, est peut-être plus à surveiller que l'entrée et la sortie d'un titre dans le DAR. On peut aller voir AT&T. AT&T, lui, il a jumpé la journée où il s'est fait sortir. Pour vrai? Oui. Bon, écoutez, ça confirme ce que je dis. Allez-y donc. Bon, on peut peut-être le mettre, là. On va excusez, là, ça a fait du bruit en vidéo, là. Regardez ici, là. Ah, wow. Et voilà. Lui, il monte depuis ce temps-là. Il monte encore aujourd'hui. Assez intéressant. Hein? Puis c'est ça, c'est bel et bien la journée qui a sorti. Ouais. Regardez, il nous a fait une coupe de chandelle cette journée-là. Il a décollé avec la Fed. Oui, avec la Fed. 14 heures, puis il a maintenu le cap depuis le temps. C'est exactement le même graphique que le Dow Jones. Oui, bien c'est ça. Écoutez, c'est pas parce qu'il est plus là. C'est ça. Il y a beaucoup de sites qui suivent le DAR. Oui, effectivement. Donc, voilà pour Apple. Donc, il faudra suivre ça pour voir quel impact ça va avoir là, dans les jours qui viennent. Ça va avoir un impact surtout. Bon, 4 c'est pas si mal. Alors. Mais si Apple se mettait à avoir des difficultés, évidemment, le DAR subirait des contre-coups. Bon, GameStop. Hein, on fait un petit retour sur GameStop. À l'approche de sa divulgation de revenus, c'est le 26 mars. Alors, c'est jeudi de cette semaine, je ne me trompe pas. On va faire une petite mise à jour sur GameStop, puis surtout sur sa mystérieuse, j'appelle ça comme ça, là, remontée depuis son dernier gap de earnings du 20 novembre 2014. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Ça avait été laid. Oui, ça avait été laid. Et normalement, tu ne te replaces pas de ça facilement. Vous bien comprendre, c'est des mauvais résultats. Là. Tu ne te replaces pas en 3 mois. Mais on va voir le graphique tantôt. Il monte depuis ce temps-là, puis il est en train quasiment de fermer son gap. Bon, premièrement, pour cette fois ici, ce qu'on attend, c'est 2,16 $16
par action. Ça, c'est l'estimé. On voit le fameux graphique ici. Ouais. Alors, voyez-vous, ça, c'est le fameux gap ici des derniers résultats. Mauvais résultats. Le titre a connu une tendance baissière les 3 semaines qui ont suivi. Normalement, ça aurait dû se poursuivre. On a frappé un creux, on a eu un double creux. Et là, on est en montée depuis ce temps-là. Et on est bien près de fermer le gap. C'est pas la normalité des choses. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche parce que quand des fois, il y a des choses qui sont suspectes, si on fait de la recherche, on trouve des fois des réponses. Nous, on demeure toujours baissier là-dessus. On avait un bias baissier d'Edgar Canada, donc on l'est toujours. Mais à l'approche du earning, évidemment, il faut faire attention. Là, il pourrait encore nous surprendre. Donc, c'est sûr que si on veut trader ça à l'approche du earning, c'est du straddle ou du strangle. Le titre a fait une surprenante remontée, ce qu'on disait tantôt, mais celle-ci peut être artificielle, tant sur le plan technique que fondamental. Bon, ça, c'est un domaine qui va vous intéresser. Les explications. On a découvert que GameStop a un des programmes de dividendes et de rachat d'actions les plus agressifs. Le dividende d'une pièce 44, là, il a doublé dans les 2 dernières années. On peut dire ça, dans une période où ça ne va pas nécessairement bien, là. Puis depuis 2010, GME, écoutez bien ça, a racheté 1,64 milliard de dollars en actions. Ça, c'est 25 de sa capitalisation. On comprend quand il rachète, il sort ça de la float. Hein? Donc, on sort de la float, forcément, on crée une augmentation au niveau du prix. Alors, c'est dans les 3 derniers mois, là, 144 millions. C'est plus là, que les dividendes de l'année passée. Une façon artificielle de gonfler le bénéfice par action. Parce qu'évidemment, le calcul des revenus divisé par le nombre d'actions se fait excluant les actions du Trésor. Donc, si tu sors des actions de l'outstanding, bien forcément, tu augmentes ton revenu par action juste par le fait que tu diminues ton outstanding. Donc, est-ce qu'il pourra tenir encore longtemps? Soutenir l'historique avec un modèle d'affaires questionné, parce que le problème, c'est le modèle d'affaires. Poser la question, c'est d'y répondre. Plusieurs pensent que c'est insoutenable. Alors, nous, on demeure évidemment baissier là, sur cette position-là. Donc, ça expliquerait la remontée actuelle, là, rachat d'actions et les dividendes qui sont en croissance constante. Et c'est peut-être pour ça que les analystes sont si en faveur du titre. En tout cas, presque 80 sont à achat encore. Ça m'a surpris là, après les résultats financiers. C'est parce que cette entreprise-là fait 3,29 $, mais réussit à générer 5,44 $ de flux de trésorerie. Ça veut dire que tu es en bonne santé quand même. Tu n'as presque pas de dette. Là. C'est quand même intéressant. Sur ce plan-là, oui. Bien, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, dans un instant, avec Yves Usereau.